Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré le fait qu'aujourd'hui, le 20 janvier, ce soit officiellement le jour de la déprime, hein, vous le savez, on en parle tout le temps, le 3e lundi de janvier est censé être la journée la plus déprimante de l'année. Moi, ça faisait des années, j'entendais ça, il y a même les spectacles là, montés par les agents doubles avec Christian Bégin, j'y vais normalement chaque année, cette année je peux pas y aller, ça s'appelle la nuit de la déprime, puis il y a plein d'artistes qui viennent nous dérider, fait que moi je pensais que c'était un concept éminemment scientifique, tu sais, que les gens avaient vraiment observé ça. Ben, c'est pas ça, pantoute. Bonjour, Cybèle Olivier, journaliste à la recherche. Ben oui. Ben, écoute, je te raconte ça. Le lundi de la déprime, en fait, c'est une invention de marketing. J'apprends ça sur le site de Radio-Canada. C'est un psychologue qui a inventé ce concept-là pour faire vendre des billets d'avion. Donc, ce psychologue-là, Cliff Arnold, a dit, ben écoute, on va tenir compte de la météo. Tu sais, OK, c'est sûr que rendu le 3e semaine de janvier, il y a des chances que ce soit une des journées les plus froides de l'année. Ensuite, on va calculer l'endettement. Parce que si tu calcules par rapport à Noël, c'est la période de l'année où les cartes de crédit, comprends-tu? Les soldes de cartes de crédit sont à payer parce que tu as dépensé comme un fou dans le temps des fêtes. Donc, les cartes de crédit arrivent, plus le fait que tu as pris plein de résolutions du jour de l'an, le 1er janvier, rendu au 20, tu les as toutes abandonnées, donc tu es déprimé. Donc, le psychologue, il a pris tous ces facteurs-là, les a mis ensemble pour inventer le concept de c'est la journée la plus déprimante. Donc, pour pas être déprimé, qu'est-ce qu'on fait? On achète des billets d'avion. Mais c'est juste du marketing. Ah ouais, mais en même temps, c'est un peu comme placebo presque. Parce que si on a répété ça d'année en année, ben là, vous allez vous sentir mal, c'est normal. Il y a peut-être des gens qui se confortent même à être un peu mal ces journées-là. Mais moi, j'allais dire une chance qu'il fait soleil. Non, mais je sais pas si vous avez clairement remarqué qu'il n'y avait pas de soleil depuis genre des décennies. Là. Depuis que c'est commencé l'hiver, on dirait que j'ai jamais eu de soleil. Puis là, moi, j'arrête pas de passer devant la vitre à côté chez Cube. On le voit, le soleil, là, mais on n'y touche jamais dans notre journée de travail. Au moins, il fait beau. Au moins, il fait beau, mais moi, je me suis levée ce matin particulièrement de bonne humeur. J'ai dit à Richard, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Puis Richard m'a regardé en disant, voyons donc, c'est la journée la plus déprimante de l'année. Ben là, je te dis. En tout cas, tout ça, mesdames et messieurs, n'est qu'une vaste opération de marketing. Ah, Aline, on se fait toujours avoir finalement. On se fait toujours par un avoir. Psychologue. Mais moi, j'ai une solution pour être super de bonne humeur, c'est de parler à quelqu'un que j'admire énormément dans toutes ces réincarnations culturelles. C'est le comédien, metteur en scène et auteur Serge Postigo. Bonjour Serge. Bonjour Sophie. Tu es où en ce moment? Décris-nous. Est-ce que tu es à Paris même? Oui, je suis à Paris. Je suis chez moi à Paris, oui. Dans quel arrondissement tu es? Je suis à Levallois-Perret. OK, donc tu es un petit peu en dehors de Paris. Ben, il y a le métro. Je suis à 12 minutes en métro de la place de l'Opéra. Ah, ben écoute, c'est vraiment absolument génial. Donc, merci d'avoir pris le temps parce qu'avec le décalage horaire, il est quand même un petit peu tard pour toi. Oh, ça va. Serge, il y a tellement de choses dont je voulais te parler. La première chose, c'est que tu joues dans un docu-fiction. Donc, un docu-fiction, c'est un documentaire où il y a des scènes où on imagine des dialogues. Des fois, on recrée des dialogues qui sont vraiment passés. C'est un docu-fiction sur la commission d'enquête sur le crime organisé, le fameux SECO dans les années 70. Ce documentaire-là est présenté à Historia samedi prochain, le 25 janvier. J'ai capoté quand j'ai vu ça, Le pouvoir fantôme. Toi, tu joues le rôle du juge Duthil qui a mené cette commission-là. Pourquoi tu as accepté de jouer ce rôle-là, Serge? La première des choses, c'est que la SECO, j'en avais évidemment, comme tout le monde, entendu parler. Ça a été vraiment un tournant dans la société québécoise, dans la politique québécoise. Ça a mis, comment je pourrais dire ça, ça a mis en lumière l'impact et l'infiltration du crime organisé au niveau politique. Et le juge Duthil a été un acteur marquant
qui a vraiment été au cœur. Premièrement, c'est lui qui a décidé de rendre ça public en plus. Oui. Il a invité les caméras de télévision dans la salle d'audience, ce qui a complètement changé la donne pour les témoins et les gens qui venaient témoigner, entre autres les gens du crime organisé. Oui. Ouais. Et donc, j'ai rencontré Loïc aussi, le réalisateur, où vraiment ça a été pour moi vraiment une très très belle rencontre. Loïc a été à diriger d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as, si t'es d'accord avec moi, mais en tout cas, et je m'exclus de ce que je vais dire, Sophie, mais tous les gens qui jouent là-dedans sont extrêmement bien dirigés, c'est très très bien écrit. Ils ont été d'une très très grande rigueur sur la véracité de ce qui est dit, sur la façon dont ça a été fait. Donc tout ça mis en place, j'ai immédiatement dit oui. Et c'est absolument passionnant à regarder. Moi, je l'ai regardé avec Richard hier soir, donc en primeur, parce que ça va être diffusé samedi prochain. Et Richard me racontait que quand il était petit, dans les années 70, il écoutait ça, mais religieusement, parce que comme tu l'as dit, c'était diffusé à la télé, et ça avait des plus grosses cotes d'écoute, Cybèle, ça avait des plus grosses cotes d'écoute que la soirée du hockey. Donc, il y avait vraiment non, mais c'est fou, il y avait vraiment un appétit, un appétit pour ça, c'est absolument fascinant. Alors, je veux qu'on en écoute un extrait de la bande-annonce de ce docu-fiction. C'est très important parce que, tu sais, notre génération, on connaît aussi, évidemment, la commission Charbonneau, mais bien avant ça, dans les années 70, déjà, la mafia était omniprésente dans la politique et la construction. Est-ce que vous êtes passé par un tiers pour verser une somme importante au Parti libéral? Dans les années 60-70, le crime organisé emmenait pas mal large. Laissez les forces de l'ordre faire le travail de façon indépendante. La SECO a brassé beaucoup le monde interlope. C'est gros, ça. Ne peux quand même pas me laisser narguer par un petit journaleux qui a encore la couche aux fesses. Alors, le petit journaleux qui a encore la couche aux fesses, c'est Jean-Pierre Charbonneau, qu'on connaît évidemment maintenant aussi comme politicien. Il y a Luc Guérin qui fait Claude Ryan. Il y a exactement les mêmes tics. Il y a un comédien qui fait Jean Drapeau, est absolument fabuleux. Je me suis dit, ce documentaire-là est important parce que les gens de la jeune génération, comme toi, je parle à ma collègue Cybèle Olivier, journaliste à La Recherche, qui a 25 ans. Pour la jeune génération comme Cybèle, peut-être que vous connaissez pas la SECO, ou ça va peut-être être la première fois que vous en entendez parler. Comme tu le disais, la commission Charbonneau, évidemment, on l'a même traité dans nos cours souvent, on l'a étudié, mais SECO, beaucoup moins. Quand on est dans les médias, on en a déjà entendu parler, il y a des noms qui reviennent. Mais surtout de le voir comme ça, moi, j'ai hâte de l'écouter parce que le fait qu'il y ait de la mise en scène autour de la réalité, bien, ça nous plonge encore plus dans l'histoire, puis on a envie de se mettre là-dedans. Des fois, plus que des documentaires où même des fois, on est un peu paresseux. Là, j'irais même jusqu'à dire la lecture. Tu sais, les gens lisent beaucoup moins. T'en parles souvent dans ton émission. Ouais. Donc, de nous plonger là-dedans, là, je pense que ça peut toucher tu sais, des gens de mon âge. J'ai 26 ans, un an de plus. Mais tu sais, les plus jeunes aussi. Fait que oui, très intéressant. Parce que toi, ton fils, il a quel âge? Thomas, il a quel âge maintenant, Serge? Il a 22 ans. 22 ans. Donc, pour sa génération aussi, c'est important qu'on connaisse notre histoire au Québec. Oui, et qu'on découvre les gens de 20-30 ans vont connaître surtout Jean-Pierre Charbonneau comme chroniqueur politique. Souvent, on l'a vu dans plusieurs émissions où il commente l'actualité politique. On n'a pas idée à quel point Jean-Pierre Charbonneau a changé la donne à ce niveau-là. Il a été au cœur de révélations qui ont vraiment changé la face politique du Québec. Absolument. À travers la SECO, bien sûr. Oui, et c'est important parce qu'après ça, René Lévesque a décidé donc de faire une loi sur le financement des partis politiques parce que ce qu'on découvre ou qu'on redécouvre en regardant le documentaire, c'est aussi des échanges, en tout cas une très grande proximité entre la pègre, le Parti libéral, le ministre Pierre Laporte à l'époque, et ça sent pas bon, et c'est important de connaître tout ça. Toi, le fait de jouer le juge d'utile, de jouer donc un personnage qui a réellement existé, quel genre de défi ça représente pour un comédien plutôt que de jouer, mettons, un producteur véreux à Broadway dans Les Producteurs? En fait, au moins, ce qu'il y a avec le juge d'utile, contrairement, disons, au travail, la façon dont j'imagine Luc Guérin a dû aborder le travail pour faire Claude Ryan, où on connaît tous Claude Ryan, on l'a vu,
et tout. Moi, le juge d'utile, je me suis inspiré de ce que j'ai vu de lui pour construire le personnage, bien sûr, dans son intention, dans sa façon de s'adresser aux gens et tout. Mais je n'avais pas à répondre à, comment je pourrais dire ça, je n'avais pas à incarner une gestuelle ou que les gens connaissent, parce que monsieur et madame tout le monde en général, en tout cas moi, je ne connaissais pas le juge d'utile, bien sûr. Oui, absolument. Alors, dans la catégorie, justement, jouer quelqu'un qui a vraiment existé, je t'ai trouvé absolument fabuleux dans l'excellent film sur Charles Aznavour, Monsieur Aznavour. Tu joues là-dedans le propriétaire du Faisan Doré, qui était une boîte de nuit, un club à chansons ici à Montréal, où Aznavour, évidemment, s'est produit. Puis ça, c'est particulier parce que, donc, toi, maintenant, tu partages quand même ta vie et ta carrière professionnelle entre la France et le Québec. Et là, c'est un film français sur un personnage arménien français et tu joues le rôle d'un Québécois. Comment c'est arrivé dans ta vie, ce projet-là, de jouer dans le film sur Aznavour? Eh bien, ici à Paris, on savait tous que Grand Corps Malade et Mehdi préparaient la vie, un biopic sur Aznavour. Moi, Aznavour, il faut savoir que c'est... Je dirais, j'ai pas eu d'idole dans ma vie, mais Aznavour a vraiment... moi, quand j'étais adolescent, je m'enfermais dans ma chambre et j'écoutais du Aznavour et je chantais du Aznavour et du Cabrel et du Brassens et du Brel et tout ça. Fait que c'était ça mon adolescence. Et ce qui fait que un jour, je me suis tout bêtement fait appeler en audition pour jouer ce personnage-là. Je suis arrivé là, j'ai passé l'audition dans un premier temps, une première audition avec l'agent de casting, les 2 agents de casting qui ont été vraiment, ils étaient super. Je me suis fait rappeler, et puis là, j'étais avec Mehdi, un des 2 réalisateurs, et puis voilà, et j'ai donc rencontré Fabien, donc Grand Corps Malade, et Mehdi. Ça a vraiment très, très bien cliqué, ce qui fait qu'on a même, avec la famille Aznavour, Fabien, Grand Corps Malade et moi, on a même un autre projet par rapport à Charles Aznavour. Oh, est-ce que tu as un petit scoop pour nous? Parce que moi, j'aime ça quasiment à chaque émission. Maintenant, j'ai des petits scoops. Non? Non, je peux pas, mais bientôt. Mais bientôt, tu vas pouvoir nous annoncer, j'espère que tu vas me l'annoncer en primeur, s'il te plaît, Serge, quelque chose que tu ferais avec la famille Aznavour, autour, peut-être un spectacle hommage ou quelque chose, on laisse planer le doute, parce que, tu le sais, parce que je l'ai dit publiquement, je l'ai écrit à plusieurs reprises, un talent de metteur en scène absolument fabuleux, que ce soit des comédies musicales ou des pièces, t'es absolument fabuleux, et en ce moment, tu signes la mise en scène d'une pièce de théâtre et tu joues dedans. Ça s'intitule Un château de cartes. Ça met en vedette Gérard Darmon. T'es en tournée en ce moment en Europe. C'est quoi ce projet et pourquoi t'as dit oui à ce projet-là? En fait, il y a un auteur, Adrien Racca, qui est l'auteur de la pièce que j'ai rencontré il y a 3 ans à peu près, où Adrien m'a contacté, m'a demandé de faire la mise en scène d'une de ses pièces qui s'appelle Le Vertige, au Théâtre de la Madeleine, ici à Paris. Et on s'est liés d'amitié, et vraiment, on s'est liés d'amitié aussi professionnelle. Dans le sens, j'aime beaucoup comment Adrien écrit, et je pense qu'il aime bien comment je travaille aussi. Donc, est arrivée cette pièce, Un château de cartes, et on a décidé de travailler ensemble pour ça. Et c'est les productions Pascal Legros ici qui possèdent le théâtre Édouard VII, le théâtre Fontaine et le théâtre des Nouveautés. Et Gérard Darmon, qui est un grand ami d'Adrien, voulait absolument faire cette pièce-là. Et on a donné le go, et on vient de la créer dans le sud de la France, dans une ville extraordinaire qui s'appelle Albi, qui est à 1 heure de Toulouse à peu près, dans le sud. On l'a créé là, et là, on fait une pré-tournée. Et on a la chance de faire ça aussi avec Isabelle Gélinas. Et ce qui est très drôle, c'est qu'Isabelle, ici, on dit Isabelle Gélinas, mais elle est québécoise. Ben oui, Isabelle Gélina. Gélina. Donc, Isabelle, ici, les gens disent Gélinas. Donc, Isabelle, qui est québécoise, de naissance, de père québécois. Ici, très drôle. Mais elle est en France depuis des décennies. Elle est arrivée à l'âge de 9 ans. Et c'est une actrice ici, au théâtre, très, très connue. C'est une excellente actrice. Et donc, on fait toute une pré-tournée ici. On a eu notre première vendredi. On est tellement ça s'est bien passé, ouais. Merveilleusement bien. La tournée est pleine et tout. Et à partir de septembre, on sera au Théâtre des Nouveautés à Paris.
Mais c'est absolument fascinant parce que évidemment, tu es très modeste, Serge. Ça te caractérise tout le temps. Mais tu sais, tu dis ça, puis là, bon, j'ai rencontré un auteur, puis là, il m'a demandé de faire la mise en scène de sa pièce. Mais ça veut dire qu'à Paris, sur Paris, comme on dit, tu as cette réputation-là. Les gens vont aller te chercher, toi, parce qu'ils savent que tu vas leur donner quelque chose que les autres ne leur donneront pas. Est-ce que tu penses que c'est un regard plus nord-américain, une certaine... tu sais, je claque des doigts un peu comme Denise Feliatro, une certaine nervosité dans la mise en scène, une certaine efficacité. Est-ce que tu penses que ce serait ça, ta signature? Je pense que, je sais pas, c'est dur de porter un regard sur son propre travail et d'en extraire une espèce de value creation statement, comme on dit en anglais, d'espèce de phrase qui caractérise son travail. Je pense que ce que je vais dire, je le dis pas juste pour moi, mais pour des metteurs en scène québécois ou nord-américains. C'est sûr qu'on arrive avec non seulement un rythme différent, mais avec une façon de travailler différente, qui n'est pas nécessairement mieux que ce qui se fait ici, pas du tout, mais qui est différente. Et étant différente dans l'approche, dans le travail, nécessairement, ça bouscule des choses qui se font ici de façon un peu plus habituelle, disons. Mm-hmm. Habituellement, on fait plus ça comme ça. Ce qui fait que, oui, exemple, dans un château de cartes, il y a des disparitions, il y a des murs qui deviennent transparents, il y a des choses comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir ici, dans le théâtre privé, parce qu'ici, le théâtre est en deux catégories, le théâtre privé et le théâtre public. Donc, en théâtre privé, une pièce comme ça, d'habitude, il n'y a pas ce genre de choses-là, quelqu'un qui passe à travers un mur, comme je t'ai dit, des murs qui deviennent transparents, on voit à travers tout d'un coup, quelqu'un qui rentre dans un lit, sa forme reste là, on lève les draps, il n'y a plus personne. Et c'est pas juste pour faire de la magie, c'est pour raconter l'histoire. Donc, c'est sûr que ce genre de choses-là, pour une pièce tout à fait normale, d'avoir 80, 100 cues d'éclairage à l'intérieur d'une pièce d'1h20, d'habitude, il n'y a pas ça. Donc, d'arriver avec cette façon de faire ici, oui, ça suscite un intérêt pour le moins. Ouais, ça c'est sûr. Ben, écoute, on l'a vu, en tout cas, ta touche magique l'année dernière avec ta fabuleuse mise en scène des producteurs. En plus, il avait signé l'adaptation québécoise. En plus, il jouait le rôle principal dedans. Il se faisait aller la jambette. Il se pitchait en bas d'un canapé. Et t'as présenté ça un petit peu partout au Québec et tout le monde a adoré ça. Ça a été un immense succès. C'est ce que je te souhaite pour la suite des choses. Merci beaucoup. T'as toujours du temps pour nous parler. Serge, c'est un plaisir. Donc, j'encourage tout le monde à regarder ce documentaire sur la commission d'enquête sur le crime organisé et les liens avec le Parti libéral, entre autres. C'est toujours amusant de voir ça. Et merci, puis bonne chance dans tout ce que tu entreprends en 2025, Serge. C'est très gentil, puis j'ai hâte de revenir. Oui, on a hâte de te revoir. Merci, Serge. Merci, Sophie. Ciao, tout le monde. Merci. Au revoir.